Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Lyon Mac TV. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Lyon Politique. On va décrypter l'actualité lyonnaise de la semaine et autour de la table aujourd'hui, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, le conseiller municipal de Vénissieux Farid Ben Moussa et le chercheur associé chez Triangle Romain Mels. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Bonjour. Allez, au sommaire aujourd'hui, le gouvernement de Michel Barnier, André Gerin et le zoo de Lyon. Commençons donc avec le gouvernement qui commence enfin à prendre forme. Alors au moment où on enregistre cette émission, personne n'a encore été nommé par Michel Barnier. On sait toutefois que Laurent Wauquiez aurait refusé de devenir ministre des Finances car il voulait absolument l'intérieur. On sait également que les macronistes voyaient d'un mauvais œil sa nomination. Alors, est-ce qu'on est sur un retour sur le devant de la scène nationale raté pour Laurent Wauquiez? Est-ce qu'il ne doit pas regretter d'avoir laissé sa région Auvergne-Rhône-Alpes? Romain? Il est conseiller spécial, je pense que ça doit lui prendre un temps considérable. Et alors, est-ce qu'il voulait vraiment l'intérieur? On sait quand même très peu de choses. Quel était l'intérêt pour lui d'avoir l'intérieur plutôt que le ministère des Finances? Est-ce que l'idée, c'est de dire à l'intérieur, je vais faire des choses à la Darmanin et je serai plus visible pour 2027, l'élection présidentielle, alors que la situation économique est tellement dégradée à Bercy que je ne pourrais rien faire? Je ne vois pas trop l'intérêt pour lui d'être à l'un plutôt qu'à l'autre. S'il n'est pas au gouvernement, on peut penser quand même que comme il est très très proche de Barnier, c'est qu'effectivement il n'était pas désireux. Donc ça veut dire que probablement il estime qu'il sera plus fort pour 2027 en dehors du gouvernement que dedans. C'est-à-dire qu'il anticipe l'échec du gouvernement Barnier. Donc je pense que tout le monde fait le même calcul et donc il fait le même calcul que tout le monde. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu un veto des macronistes et il essaye de faire croire que lui-même n'était pas intéressé depuis le départ? Non, il n'y a pas eu de veto des macronistes au point où ils en sont. Je ne vois pas pourquoi Laurent Wauquiez, ça serait pire que Bruno Retailleau. Oui, Bruno Retailleau. Parce que Laurent Wauquiez, c'est le ministre de l'Intérieur qui est censé protéger le président, et je pense que le président n'a pas trop confiance en Laurent Wauquiez. Non, mais ça, c'est les brèves que j'ai lues dans... C'est une question, donc de toute façon, normalement, c'est pas le président qui choisit le ministre de l'Intérieur. Oui, mais il a quand même une petite confiance qui est dessus. C'est un truc que j'ai lu dans une brève, peut-être dans Le Point même. Mais je ne sais pas si François Mitterrand faisait une grande confiance à Charles Pasqua à l'époque. Mais... Ah bah si, bien sûr que si. Le père de Pasqua et François Mitterrand étaient dans le même réseau de la résistance. On ne pouvait pas faire plus proche. On revient sur Laurent Wauquiez, Raphaël. Non, mais bon, effectivement, on n'a pas toutes les coulisses de la négociation. Le problème de Laurent Wauquiez, c'est qu'il est très visible. Donc il n'avait pas tellement intérêt à rentrer dans ce gouvernement. On comprend dans ses collègues, tous les LR qui sont dans l'opposition depuis 12 ans, qui n'ont jamais été ministres, il y en a quand même un certain nombre qui piaffaient d'impatience de pouvoir mettre cette ligne sur leur CV, parce qu'en termes de crédibilité pour l'avenir, ça compte d'avoir été ministre. Laurent Wauquiez n'a pas ce problème, et lui, il vise la présidentielle. Donc aller au gouvernement, c'était quand même une grosse prise de risque. Et la difficulté, c'est que le LR est quand même... Ils ont 47 députés, je crois, à l'Assemblée nationale. Oui. Ce n'est pas un groupe très grand. Et ils ne pouvaient pas se retrouver trop visibles dans ce gouvernement. Ça ne pouvait pas être un gouvernement LR parce que... C'est jamais le bon moment avec Laurent Wauquiez. C'est vrai, mais c'est pas sa faute. 2022, il n'y va pas parce que c'est trop tôt. Là, il y allait, mais finalement, il ne va pas jusqu'au bout. En fait, s'il y allait, il n'y avait pas de place pour beaucoup d'autres LR autour parce que... Il est déjà tellement visible qu'en fait, il n'aurait pas pu emmener d'autres personnes. Ou alors, il n'aurait pas pu négocier un périmètre important parce qu'on aurait dit c'est un gouvernement LR. Donc, laisser la place à d'autres et rester à l'Assemblée nationale, je pense que par rapport à ses ambitions présidentielles, c'est un choix raisonnable. C'est quand même il faut dire les choses quand même. Ce gouvernement s'est constitué de manière totalement absurde. C'est peut-être un peu exagéré de dire absurde, c'est un point d'équilibre quand même. Non, c'est absurde parce que c'est pas l'équilibre des pouvoirs naturels. Il y a eu des élections législatives qui ont été perdues par le camp présidentiel. Et malgré tout, c'est le président qui a voulu choisir la solution en posant ses propres limites. Mais on comprend, il avait besoin de la majorité présidentielle de toute façon dans ce gouvernement. Donc qu'il ait un rôle, c'est une chose, mais c'était pas à lui d'aller chercher la majorité. S'il avait missionné quelqu'un à gauche, et puisque Lucie Castet était nommée par le nouveau Front Populaire, il aurait dû, vous voulez pas la nommer Premier ministre, mais il pouvait tout à fait la missionner pour aller chercher une majorité. Lui donner un mois pour aller discuter avec tout le monde pour trouver une majorité. Elle serait revenue avec ou sans une majorité, peut-être qu'elle n'aurait pas trouvé, et dans ce cas, s'il n'avait pas trouvé, on aurait pu trouver une personnalité. Je pensais que ça allait atterrir au centre droit au final, mais ça aurait pu donner un centre droit qui aurait trouvé des alliances au centre gauche et qui aurait eu sa propre légitimité. Là, aller dans le gouvernement dont la seule légitimité c'est d'être nommé par Macron, avec la possibilité d'un vote de censure du RN à tout moment,
c'était quand même, pour Laurent Wauquiez, je trouve, une prise de risque. Alors c'était intéressant, hein, il aurait montré qu'il était capable de prendre des risques importants, mais enfin, c'était pas la situation idéale quand même. Farid? Moi, je pense que le seul poste qu'il aurait accepté, c'est le ministère de l'Intérieur, parce que justement, il se serait calé sur Nicolas Sarkozy dans un départ pour devenir président. Mais pour moi, c'est un cheval qui refuse l'obstacle. Il se retrouve devant, on lui propose pas son truc, sait pas quoi en faire. Et enfin, en fait, Parce qu'il faut dire que les finances, elles sont quand même dans un état catastrophique. c'est casse-gueule, c'est pour ça. C'est plus facile potentiellement de redresser l'insécurité que les finances aujourd'hui. C'est moins compliqué. Mais pour moi, Wauquiez, c'est l'Isnougou de Ronald Pin, quoi. Il s'est encore raté. Il est là, il est jamais au bon moment, au bon endroit. Il est devenu député pour avoir une posture présidentielle. On essaie de le porter vers des responsabilités, il le refuse. Oui, mais d'un autre côté, on peut dire aussi, il y a encore 5 mois, il était là, président de région, tout le monde s'en fichait. Là, il est quand même pas loin du centre du jeu. Donc, d'une certaine façon, quand même, il a pris le risque de partir aux élections législatives. Il a dû son salut au désistement de Céline Gagon élevé. Et maintenant, il est quand même un peu au centre du jeu, parce que Michel Barnier, c'est un peu sa créature. Pour son propre camp, c'est encore... bon, les gars, j'y suis pas allé. Ouais. Oui, mais c'est quand même lui qui a fait ce gouvernement. Mais pas loin du centre du jeu. Ouais. Donne-moi un président qui est devenu président en n'étant pas loin du centre du jeu. Il faut être au centre du jeu, il faut être présent, etc. Oui, mais... Et là, il n'a pas la posture. Wauquiez, après... Non, mais il va se passer plein de choses d'ici 2027. Il a intérêt à avoir vraiment des trucs de magie pour qu'il arrive président. La question de Laurent Wauquiez, c'est comment il change d'image. Parce que la posture, l'expérience, il l'a. Mais on voit que dans les sondages, pour l'instant, il a un plafond de verre assez important. À 3%. Ah, non, il est plus haut que ça quand même. Mais... Non, mais là, il a un peu commencé à changer d'image. Parce que le fait d'y être allé dans ce moment difficile, d'avoir abandonné son poste de président de région où il pouvait tranquillement vivre sa vie, ça montre que quand même, il est capable de faire un petit peu d'effort. Ouais, alors, il aurait pu aller effectivement à Bercy, qui était la mission la plus difficile. Oui, il aurait pu. Effectivement, ça pouvait être intéressant pour changer d'image, justement, et changer de. Mais est-ce qu'on lui a proposé ? Mais il y a combien de mecs comme toi qui pensent ça, quoi. Je suis unique. Voilà. Ouais, mais ça fait une voix, donc il fait 3,001 après à partir de maintenant. C'est pas énorme, ouais. Je vous propose de dire un mot et aussi sur François-Noël Buffet, puisque là encore, les informations dont on dispose laissent à penser qu'il va être nommé ministre de l'Outre-mer. Le sénateur du Rhône, ancien maire d'Oulin, est un spécialiste de l'immigration. Raphaël, il était annoncé à la justice. Là, il va potentiellement se retrouver à devoir gérer des crises en Martinique, en Nouvelle-Calédonie. Là aussi, c'est un cadeau empoisonné, un peu comme les finances. On peut dire que en tout cas, c'est un ministère qui, curieusement, est une spécialité lyonnaise. Oui. Ouais. On a eu Jean-Jacques Kéran. On a eu Jean-Jacques Kéran, on a eu Dominique Perben, on a eu Jean-François Carenco pour une mission complexe. C'est étonnant. Je sais pas d'ailleurs expliquer pourquoi il atterrit là. François-Noël Buffet, je pense que ça fait longtemps qu'il attendait une mission de cette envergure. Après, aujourd'hui, il était président de la commission des lois au Sénat. Il avait un rôle absolument central. Il va rentrer au gouvernement pour prendre une mission quand même sacrément compliquée dans un contexte sacrément compliqué. Mais je pense qu'il a la rondeur pour y arriver. Donc ça peut être peut-être une bonne surprise et que ça lui crée un destin s'il arrive à résoudre cette crise. En tout cas, il rendrait un service au pays inestimable. Farid? Moi, je ne le connais pas, donc... Je me rappelle qu'il était maire d'Oulin. Après, sa rondeur, sa capacité, je ne savais même pas qu'il était sénateur. Donc, si, il est sénateur. Ouais, mais moi, je ne le savais pas, moi, personnellement. Donc, il doit être sénateur, c'est sûr et certain. Il était président des trucs des lois. Tant mieux pour lui, mais il ne m'a pas marqué non plus. Et tant mieux, s'il y arrive. S'il y arrive, il marquera voilà, la France. Là, à partir de là, je vais peut-être un peu plus le connaître. Parce que la Nouvelle-Calédonie, la Martinique, en ce moment, c'est un petit peu... Il y a une petite ambiance quand même. Tous les autres départements. Il y a une petite ambiance. Donc, on va entendre parler de lui. Je vais peut-être enfin le connaître. Romain, vous le connaissez un peu plus. On est très intime. Non, mais c'est un avocat, effectivement, on voit, à la justice, on voit bien pourquoi il aurait pu l'être. Bon, l'Outre-mer, c'est un peu spécial comme ministère, parce qu'à la fois, vous avez ce qu'on appelle des programmes, donc dans la loi de finances, vous avez 2 programmes Outre-mer, avec beaucoup d'argent, mais sinon, ce n'est pas un ministère de plein exercice, donc vous devez à la fois gérer avec l'intérieur, avec le ministère du Travail, donc c'est quand même un truc extrêmement d'appareil, quoi. Hein. C'est un poste politique, mais quand même un poste de mobilisation de toute l'administration de l'État. Et donc c'est un travail considérable, qui n'est pas très visible, dont on ne voit pas bien les résultats, et qui demande de prendre l'avion. Mais c'est vrai que c'est difficile de citer un ministre de l'Outre-mer dans l'histoire de la Ve République qui a marqué de son empreinte.
On a l'impression qu'ils ont un peu tous joué un rôle d'ambassadeur, à serrer des mains, à recevoir des colliers de fleurs, et puis il n'y a pas eu de vraies actions concrètes qui ont marqué, en tout cas, pas Historiquement, récemment. c'est une mission qui revient à Matignon. C'est le Premier ministre on sait que c'est un temps, que Matignon passe toujours un temps considérable sur la Nouvelle-Calédonie, mais là, dans un contexte qui est quand même très particulier, où il faut gérer, en gros, encore une fois, la précipitation d'Emmanuel Macron, son côté un peu, j'allais dire autoritaire, en tout cas Macron, son gros défaut, c'est qu'il est brillant et il pense que du coup, il a la solution à tous les problèmes par lui-même. Il a voulu être celui qui règle définitivement le sort de la Nouvelle-Calédonie en passant en force, en allant vite. Et évidemment, sur le terrain, ça ne va pas. Et il y a quand même quelque chose qu'on aurait dû regarder sur les précédents référendums. Oui, ils ont voté pour rester en France, mais dans les territoires, les partis les plus canaques du territoire, ils ont voté très massivement non. Ça veut dire que les populations historiques de ces îles n'étaient pas satisfaites. C'est pas François-Noël Buffet qui va régler ça. Hein. Ben, je sais pas quel levier il peut avoir. Voilà, c'est ça. Ce qu'il est capable de faire, parce qu'il a cette expérience parlementaire, c'est d'écouter tout le monde et de remettre un peu de politique dans cette crise, en essayant de poser des propositions qui puissent écouter qu'est-ce que disent les indépendantistes aujourd'hui et qu'est-ce qui pourrait être une sortie de crise. C'était qui le ministre avant lui? De l'outre-mer. Ah oui, ben voilà, c'est ça. On ne sait pas c'est qui ces gens. Ah non. Sauf si on est lui, on le connaît parce qu'on est maintenant. Oui, si on est Guadeloupéen aussi, quand même, on le sait. Et pourtant, on reste sur des séquences assez marquantes. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas une figure qui incarne. Je ne serais pas capable de le citer. Il y a celui qui a remplacé Caranco, mais dont j'ai oublié le nom. Là, c'était Caranco jusqu'en 2023. Je viens d'apprendre que Kéran, il a été ministre de l'Outre-mer. Mais là, c'était en 97, là, quand même. Oui, mais je ne le savais pas. C'est pas les postes les plus Désolé, Jean-Jacques, on est désolé. Et Berben en plus. Berben, il n'est pas lyonnais. Allez, passons à une autre, figure locale qui rêve de pouvoir national, André Gerin, qui a convoqué la presse ce jeudi pour annoncer qu'il voulait peser durant la présidentielle 2027. L'ancien maire communiste de Vénissieux a deux objectifs, tuer le NFP et parler des sujets réservés à la droite, comme l'immigration et l'insécurité. Alors, est-ce qu'après le retour presque gagnant de Jean-Paul Brett aux dernières législatives, assiste-t-on à une revanche des briscards? Romain? Non, alors non, pas du tout. Enfin, c'est des cas très différents. Jean-Paul Brett, ce qu'il a fait, le fait de perdre 500 voix au deuxième tour contre le gendre de Mélenchon, ça c'est assez incroyable. Ça montre la prise qu'il a sur sa ville, c'est la même chose que sa circonscription, donc ça c'est incroyable. André Gerin, détruire le NFP, ça je pense que ça va se faire tout seul, et Gerin ne pourra pas faire grand-chose pour ça. La question de l'immigration, c'est une question qui dépasse un peu les compétences d'André Gerin, et je ne pense pas qu'il ait le moindre nouvelle proposition, ni une analyse nouvelle du phénomène migratoire et ce qu'elle apporte à la France, c'est une nouvelle analyse qui fasse que tout d'un coup, ils redéfinissent la position française sur l'immigration. Donc je pense qu'André Gerin doit s'ennuyer un petit peu, et je comprends qu'il se divertisse. Farid? C'est la vieillesse, ce naufrage. Ça c'est De Gaulle. Ah oui? Ouais. Vous le connaissez celui-là? J'apprends énormément aujourd'hui. Je ne savais pas, je connaissais l'expression, je ne savais pas que c'était de De Gaulle. Et je ne pense pas qu'il veut tuer le NFP, et je pense qu'il veut tuer la France insoumise. Ce qui est plus difficile à faire. Voilà. Et pour quelqu'un qui veut tuer la France insoumise, il est quand même dans la ville qui a fait 75% au second tour de la députation. Donc c'est un petit peu un des créateurs. Si les gens ils votent autant France insoumise à Vénissieux, c'est qu'ils n'étaient pas contents du PCF pendant autant d'années. Et ce qui est compliqué avec tous ces vieux briscards, etc., c'est que quand c'est des anciens élus, ils ont plein d'idées. Quand ils sont en place, ils n'avaient rien du tout. C'est-à-dire, moi, je l'ai connu, André Gerin, sur place. C'est le principe de l'expérience. Voilà, mais là, c'est le principe de la politique. Il a une expérience qui est très lointaine, parce qu'il a quand même fabriqué une ville extrêmement communautarisée, extrêmement pauvre, et on va dire qu'il l'a beaucoup aidé en permettant la création d'autant de logements sociaux, de refuser la mixité sociale et ethnique dans sa ville, que ce soit dans les écoles ou dans l'habitat. Et c'est assez compliqué. Donc, tant qu'à s'opposer, j'ai vu que son dernier combat, c'est l'islam politique. Il veut s'opposer à l'islam politique. Par contre, ça ne lui pose pas de problème que dans la majorité PCF de la ville de Vénissieux, il y a un imam qui soit élu dans la majorité avec eux. Mili Gourus, c'est de l'islam politique, c'est bien connu dans le monde entier.
Donc, Enfin, peut-être pas dans le monde entier, parce que personnellement, moi, ce Miligos, je ne le connaissais pas avant aujourd'hui. On apprend vraiment Ouais, beaucoup de On choses. apprend des tu vois, tas de trucs aujourd'hui. Cette ça- émission est tellement pédagogique. c'est assez connu quand même. Darmanin voulait même l'interdire en France. Ah oui, Oui, oui. mais il a échoué. Bah, a priori, je sais pas, il est peut-être pas ministre de l'Intérieur. Ah, s'il l'était, mais Darmanin, il a une grande capacité de parler, mais une grande Ouais, capacité d'action, ça. c'est autre chose, Ah, quoi. ça. Donc, il est prêt à dénoncer dans toute la France, mais il n'est pas capable de regarder en face de chez lui. En face de chez lui, c'est Condrieu. Mais enfin, c'est autre Donc je chose. résume, un discours qui ne révolutionne pas la politique française, un discours qu'il ne faut surtout pas appliquer. Raphaël? Je ne sais pas si André Gerin a beaucoup de force derrière lui. Est-ce qu'il y a des troupes? Est-ce qu'il y a un parti? Et est-ce que sa voix va porter? Après, il y a une posture qui est celle, ce qu'il nous a dit dans l'interview, c'est Gerin, Ruffin, même combat. Ça consiste à dire que l'électorat du Rassemblement national ne doit pas être un électorat perdu pour la gauche. Et c'est là ça qui s'oppose assez fortement aussi avec LFI et Mélenchon, comme Ruffin. C'est-à-dire, on a bien vu que LFI, effectivement, mise beaucoup plus sur les quartiers populaires et la jeunesse, et que Ruffin dit il faut aller parler aux électeurs du RN. Et donc, il faut avoir un autre discours aussi sur la question de l'immigration que celui qui est aujourd'hui celui des LFI. Donc tout ça, ce que dit Gerin, et ça fait un certain temps qu'il le dit, c'est pas une surprise. Et effectivement, je pense que pour cette posture-là, à gauche, il y a une place. Parce que c'est lui qui va l'incarner. Ça, j'en sais rien, il faudrait qu'il ait des troupes derrière avec lui. En tout cas, dans l'agglomération lyonnaise, on n'entend pas tellement ce discours-là porté par des figures... Non, il n'y a pas beaucoup de Ruffin. Il y a des partis, non, il y a lyonnais. Hélène Geoffroy, par exemple, est contre LFI et contre la NFP, mais par contre, sur la sécurité, sur l'immigration, elle ne porte pas le même discours qu'André Gerin. Là, ce pack qui nous sert cette semaine, il n'y a que lui qui le porte, on attend. Ce qui m'a plus surpris Oui, voilà, donc il occupe un espace politique qui est aujourd'hui pas occupé dans l'agglomération. Mais ce qui m'a plus surpris dans son discours, c'est que quand on parle d'économie, il ressort que des totems vraiment libéraux, enfin des totems de droite, c'est-à-dire qui sont plus du tout utilisés à gauche et qui à côté, finalement, pour un communiste qui plaisante en disant un Marx et ça repart, je sais pas aujourd'hui où s'inscrit son offre politique dans le paysage. Après, il parle qu'au Figaro, à Valeurs Actuelles, à Causeur, on va dire des journaux qui sont quand même bien marqués droite, voire extrême droite. Donc moi, je sais à peu près où il est situé maintenant. Donc il n'a pas son rond de serviette à Politis ou au Nouvel Observateur. Il faut regarder les journaux chez qui il intervient régulièrement. Et après, je suis en train de me poser la question pendant qu'on est en train de discuter. Je me dis, Michel Picard, vu comme elle est un petit peu grillée sur Vénissieux, est-ce qu'il n'est pas en train de nous faire une brette Revenir. C'est ce que je suis en train de me dire. Il est en train de sentir que le PCF est en train de perdre la ville de Vénissieux. Oui, ça c'est sûr. Il se dit... Il a quel âge? Oui, mais il s'entend. Je ne sais pas, il a quel âge cet homme-là, mais Il a peut-être 80 ans. Il est né en 46. Ouais. En 46. Il est né en 46. Ah oui, ça c'est le problème du recul de la Ils retraite. s'entendent encore bien avec Michel Picard. Oui, ils s'entendent très bien. Il ne va pas lui piquer la place. Mais il ne peut pas lui piquer la place. Il peut peut-être sauver la place. C'est pas piquer la place. Là, parce que là, se représente contre n'importe qui, même un Schtroumpf, je ne suis pas sûr qu'elle regagne. Donc, eux, comme le PCF, ils ont plus tendance à réfléchir en communauté. Ça reste un dernier parti qui réfléchit en groupe. Ils sont peut-être en train de se dire, bon, elle est très mal. Est-ce qu'on ne devrait pas envoyer le dernier qui était un petit peu connu sur Vénissieux, André Gerin? Vas-y, André, raconte tes histoires. Et si ça prend, pourquoi pas on te renvoie sur Vénissieux? Parce qu'avant de viser le national, il faut qu'il garde la troisième ville du Rhône. On suivra si le discours effectivement fait des émules. Terminons sur un sujet plus léger, bien qu'il n'y ait rien de léger à tourner en rond dans une cage de quelques mètres carrés. Lancée mardi, une pétition réclamant la fermeture du zoo du parc de la Tête d'Or a recueilli des milliers de signatures en quelques heures. Du côté de la mairie, on n'a jamais osé aller vers ce terrain-là. Grégory Doucet avait évoqué l'idée d'un refuge pour animaux abandonnés, animaux de cirque, mais là encore, on ne voit rien venir. Est-ce que ce zoo n'est finalement pas le plus grand échec écologiste du maire? Oh non, échec, c'est quand même beaucoup dire. C'est difficile, ils n'avaient pas une position très claire. Là, ils viennent de terminer les travaux de la plaine d'Asie. Par rapport au parc de la Tête d'Or, il y a... Le concept même du zoo ne colle pas avec la dignité animale qu'ils sont censés défendre. Alors, vous pouvez faire toutes les plaines que vous voulez de tout le continent, ça ne change rien. Comme ici, si vous êtes dans une plaine ou vous êtes dans une petite cage toute mochette, c'est pas leur habitat naturel. Oui, mais concrètement, l'éléphant d'Asie, vous ne pouvez pas le renvoyer par Singapore Airlines dans les plaines d'Indonésie. Donc on attend qu'il meure.
Mais Et puis on le remplace pas. Non, mais c'est pas un échec, c'est que c'est quand même pas très facile à faire. On peut pas remettre des Je animaux. sais pas moi. Ah si, on peut Avec, pas remettre des avec de animaux. l'argent, vous pouvez tout faire. Mais il n'y a pas, Mais pas de l'argent. solution miracle. Notre argent? Non. Bah oui, si. Ah bah non. Ils ont pas mis d'argent, ils ont voté 1 million d'euros pour réaménager le parc. Oui, mais c'est quand même il y a bien, 2 ans. cet mais je dis pas que c'est aménagement. Non, c'est pas vrai. Enfin, pourquoi parler d'un échec, moi, ou en tout cas, en tant que Lyonnais et Le parent, fait de je le suis très garder. content de continuer à Ah, mais aller je sais. aux eaux du Palais à J'ai la dit Tête d'Or. échec écologiste. Alors, Ou écologique. oui, Ouais, mais écologique. pas que des associations animalistes qui ont un discours qui voudraient voir fermer ce parc soient déçues. Elles l'ont exprimé plusieurs fois cet été. Cette pétition trouve un certain écho. On peut aussi se réjouir que la mairie écologiste ne soit pas sur cette position qui est quand même extrêmement radicale. Leur volonté, depuis le début, c'est de changer ce zoo avec deux préoccupations. Enfin, la première préoccupation, c'est de faire en sorte qu'ils accueillent 100% d'animaux qui soient des espèces menacées d'extinction. Et plus qu'on aille simplement sur des espèces qui sont là pour divertir les Lyonnais, mais que le musée ait un sens. Donc, par exemple, les flamants roses, depuis qu'ils sont là, ne sont plus mutilés, parce qu'avant ils l'étaient, ils ne peuvent pas s'envoler, c'est pour ça qu'ils restent dans le parc. Donc les nouveaux flamants roses ne sont plus mutilés. Donc Oui, mais enfin, s'ils on décollent, les ça verra va un être peu plus dans l'enfer. la ville. Où est-ce qu'on va retrouver des flamants roses à la guillotière? Mais je pense qu'on arrête de prendre les flamants roses. Ah oui, mais... Non, mais après, si vous voulez On en fermer le zoo du Palais Tête d'Or, Ah, en fait, si vous voulez le faire même d'un point de vue de la défense des animaux, c'est pas si simple, parce qu'il n'y a pas de solution évidente pour des animaux qui sont en captivité. Ils ne peuvent pas retourner à l'état sauvage. Si vous leur interdisez de se reproduire, c'est mauvais pour leur bien-être. Donc en fait, il n'y a pas de... Et on ne va pas les euthanasier non plus. Donc en fait, il n'y a aucune solution qui nous permet de sortir et qui soit parfaitement éthique d'un point de vue animaliste. Et puis quand même, donc il faut bien composer. Le contact avec les animaux, pour des gens qui n'ont pas la possibilité d'aller à la campagne batifolée, ça fait partie aussi de leur programme, les écologistes, de dire... Non, Oui, mais pour des fermes pédagogiques, pas Voilà, d'aller voir par la exemple. panthère de l'amour. Mais les panthères de l'amour, c'est comme vous, on ne peut pas vous rejeter en milieu naturel, Alexis. Vous avez été élevé ici, on ne peut pas comme Oui, ça. oui. Alors, ces panthères de l'amour, je pense qu'effectivement, elles vont finir par partir. Mais Oui, mais il faut c'est leur pas- trouver c'est un pas simple. endroit. Mais j'ai les crocodiles qui sont partis déjà. Il y a Oui, les éléphants qui sont éléphants, pas renouvelés. oui, les pauvres Le lion qui éléphants. n'a pas été renouvelé. Quand on prône la démocratie participative, il faut s'attendre à prendre des baffes en retour. Ils aiment bien la démocratie. Les écolos, ils ont que ça à la bouche. Participation, participation, participation. Bah, ça a participé, là. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils crachent sur leurs propres électeurs? Parce que leurs électeurs, c'est... Ils ont signé, vous voulez dire? Moi, je pense que ceux qui ont fait la pétition, etc., c'est des électeurs écolos à la base. Hein. C'était pas un piège. Pour l'instant, donc, c'est 14 000 voix. Ça fait moins que le nombre de voix qu'ont reçu les écolos. Oui, il y a mais après, des gens qui sont à Limoges. Après, s'il n'y avait pas eu le Covid, il serait peut-être à 14 000 voix. Mais ça, c'est une autre question. je pense C'est une autre Mais question. Je pense que si vous faites un référendum à Lyon, personne n'est pour la fermeture du zoo. du C'est Palais pour Tête d'Or. ça. C'est pour ça, c'est un double piège. Eux, ils se font piéger par leurs électeurs. Parce que s'ils ne les suivent pas, leurs électeurs, ils disent vous n'êtes plus des vrais écolos et ils sont un peu désexcités entre eux. Et d'un autre côté, s'ils ferment le parc, ils se font haïr par une ville entière, voire tout un département. Donc ils sont perdants complètement à 100% dans l'histoire. Et moi, je suis à 100% pour le maintien du zoo à Lyon et même des zoos, je le prononce mal, Non, en général, Il y a plein qui sont mais fermés, ouais. avec quand même de la qualité, comme à Lyon. Moi, je trouve que la plaine de l'Asie, etc., c'est des choses qui ne sont pas si mal que ça. Et après, pour devenir écolo, il faut peut-être découvrir les animaux. Voilà, Il y a des gamins qui vont arriver là, qui vont découvrir les animaux de la savane, etc., prendre peut-être un petit côté vert et se dire « Ah, le pauvre, on devrait faire mieux pour cet animal, etc. » Alors ça veut dire que vous Et hop, fabriquez des électeurs écolos. Alors voilà, c'est Peut-être, nouveau. Mais c'est vous, peut-être. de votre part, c'est surprenant. Peut-être, c'est peut-être 20 ans de zoo qu'ils ont fabriqué tous ces électeurs à Lyon. Oui, ok, d'accord. C'est ça la base. Il ne faut pas qu'ils tuent leurs propres électeurs, les pauvres. Les flamants roses ne votent pas non plus. Non plus. Donc les écolos ne devraient pas fermer le zoo du parc de Ouais, de Tête toute d'Or. façon, ils ne peuvent pas le faire. On ne va pas dépenser des centaines de millions pour aller relocaliser une panthère d'amour. Par contre, ce qui peut être fait, c'est les bébés. Vous Les les, bébés les bébés animaux Ah, les jeunes trucs là. qui naissent, les naissances, vous les placez dans d'autres zoos en Europe. Ça, c'est possible. Oui, mais tout le monde essaie de fermer ses os. Hein. Oui, mais bon, on se dépêche avant qu'ils ferment. Ok, très bien. Oui, mais Et, c'est pas. et quand il y a des animaux qui meurent, vous ne les remplacez pas. Oui, c'est ça qui se passe. Et dans 10 ans, il n'y a Mais- plus d'animaux. Quel est l'intérêt c'est qu'un animal souffre ici ou souffre dans un autre zoo, ça ne change strictement rien. Mais C'est je même sais. se débarrasser de. Sauf s'il y a des zoos de mieux problème. que. Mais là, Ce qui c'était est- ce qui peut être mieux, ce qui est- À Berlin, ça peut ils ont un être- beau zoo. c'était le mieux, guide ce du sont comment on ferme le zoo en Oui, mais- 15 ans. Il y a Ah aussi oui. la responsabilité, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire
nous on a un problème avec des ordures, on va les donner aux voisins. Ça, on fait, c'est un peu la on c'est un a, peu on la a bien même envoyé problématique. les voitures de la ville de Lyon en Afrique. Et toi, tu parlais du zoo de Berlin qui est pas magnifique, possible. etc. Il est magnifique, mais les animaux souffrent plus qu'à Lyon. Parce qu'ils ont beaucoup moins d'espace dans le zoo de Berlin que dans le zoo de Lyon. Oui, enfin, il y a des plaines qui sont bien quand même. Ouais, mais Le quand problème, c'est il y a des qu'effectivement- cages. Non, mais c'est le encore, problème, c'est d'être quand on est un animal dont on entend parler allemand toute des la journée, cages. c'est pénible. De ce que j'ai compris sur les panthères de l'amour notamment, Oui. là J'ai ils vu vont également. doubler la surface. Ce sera plus confortable parce que là on a des animaux qui commencent à rentrer dans des problèmes névrotiques. C'est-à-dire qu'ils refont toujours les mêmes parcours. Donc effectivement, c'est trop petit, ils vont doubler, ce sera mieux. Ils ont végétalisé, ils font beaucoup c'est vrai que les d'efforts, cages des mais singes ce sont petites, hein. sera jamais suffisant. Mm. Et qu'effectivement, ce que dit l'association animaliste, c'est que il y a des refuges qui existeraient pour les prendre en charge. Et la mairie, d'ailleurs, elle répond qu'elle n'est pas fermée, mais que pour l'instant, elle n'a pas identifié de solution. Après, c'est vrai qu'il y a des appartements qui sont très petits dans le 3e, mais, donc ça, les gens tournent un peu en rond, mais ils peuvent sortir. Alors que c'est vrai que la panthère de l'amour, on ne la laisse pas On sortir. ne la laisse pas sortir, Ouais, effectivement. non, c'est un problème ça. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours. L'actualité continue sur lyonmac.com et on se dit à la semaine prochaine.